Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Paul Ricoeur, à l'école de la phénoménologie. Husserl est le nœud de la phénoménologie, au sens leibnizien et kantien du phénomène, qu'elle se rattache. Pour Hegel, inspection ample de toutes les variétés de l'expérience humaine. Le tragique et la logique ne passent pas chez Husserl. Fécondité du négatif pour le tragique et figure de l'esprit dans un unique développement pour la logique. Pas de phénoménologie de l'esprit pour Husserl. Le phénomène n'est pas l'apparaître d'un être dans un savoir absolu. Il rejoint l'esprit de Hume, goût de l'originaire, du plein, du présent. Tradition anglaise de la critique du langage, expérience des significations des choses, des valeurs, des personnes, se rattache radicalement à Descartes, au doute et au cogito cartésien, la réduction qu'elle opère des fausses évidences, du cela va de soi, au phénomène véritable. Le cogito, première vérité qui entraîne d'autres dans une chaîne de raison, unique champ de vérité phénoménologique. Continuité du transcendantal kantien, de l'originaire humien et du doute cogito cartésien. Vaste projet qui est moins une doctrine qu'une méthode. Aucun n'a cru que la phénoménologie est la philosophia prima, la science des sciences. Interprétation idéaliste de Husserl, où il a exploité qu'un petit nombre de possibilités. Première question, que signifie signifier? Relation aux choses par les signes, l'acte premier de la conscience est de vouloir dire, de désigner. Cet acte vide de signifier n'est pas autre chose que l'intentionnalité. Propriété de la conscience d'être conscience. L'acte de signifier contient l'essentiel de l'intentionnalité. Première intention qui va au sens. Il y a du déterminé dans le sens visé. Deuxième intention va à la présence qui se résout en intuition. La perception en est la forme fondamentale. C'est une phénoménologie de la perception, du sens. L'intentionnalité va au sens. C'est grâce à une intention portant sur l'essence des actes et de leur contenu que nous pouvons distinguer signification vide et pleine, intuition sensible et catégorielle. Intuition de l'eidos, vécu dans son articulation interne intelligible, perception immanente. La réduction a été opérée avant d'être réfléchie, interprétation idéaliste de la méthode sur pratique effective. Toute conscience est conscience de. Chaque cogitatio tournée vers un cogitatum distinct, autant de conscience que de façon de se tourner vers le réel, l'irréel, le passé, le voulu, l'aimer, le désirer, le juger. L'intentionnalité échappe à l'alternative du réalisme et de l'idéalisme. L'objet transcende la conscience. Il est à titre intentionnel et non réel. La conscience est à titre premier hors de soi. L'objectivité logique n'est qu'une modalité, et la perception la modalité la plus fondamentale. La perception révèle combien le vivre déborde le juger, thème de l'être au monde, explicité par Husserl, Heidegger et des existentialistes. La phénoménologie heurte les Galiléens. La première vérité du monde n'est pas mathématique, mais est celle de la perception. La vérité de la science s'édifie sur une première assise de présence et d'existence du monde vécu perceptivement, transcendance du perçu à la conscience, en niant l'existence en soi des choses perçues, apport philosophique, distinction du noème et de la noèse, face objectif du vécu, le perçu, l'imaginé comme tel, et le pouvoir du jeu du cogito. Constituer n'est pas construire, encore moins créer, mais déplier les visées de conscience. L'apparaître pur, croyance immotivée dans l'en-soi. Le monde est non seulement pour moi, mais tire de moi toute sa validité ontologique. Le monde devient monde perçu dans la vie réflexive. De phénoménologie tournée vers l'objet, on se dirige vers l'ego, où l'ego se constitue continuellement lui-même comme étant. Le cogitatum est l'ego qui vit à travers ses pensées. Ce déploiement de l'ego se dénomme monade à la manière leibnizienne, exégèse de soi-même. Promotion du thème de la temporalité. Le présent retient le passé immédiat, en ayant juste été conscience du maintenant. Constitution de soi par soi, l'existence d'autrui. Ego constitue comme étranger, mais dans la sphère de l'expérience propre. L'idée de genèse passive où le monde apparaît comme la totalité inaccessible au doute, inhérente au vivre.
Suspect aux nazis, Husserl, non-arien, génie socratique et questionneur est mis à la retraite et condamné au silence. Les nazis dénonçaient le rationalisme comme pensée décadente. Son ancien collaborateur Martin Heidegger appelait à une autre lecture de l'histoire, inflexion de son œuvre vers une philosophie de l'histoire. L'histoire est comprise comme une évolution, la conscience est temporelle et elle est une vie qui dure. Le pluriel des consciences et le singulier de l'histoire peuvent devenir corrélatifs par le truchement d'une tâche commune. L'interrogation de la philosophie de l'histoire va de la chrysalidée, du doute au sens. Il n'y a pas de réflexion directe sur l'histoire comme flux d'événements, mais indirecte comme avènement d'un sens. Elle est une fonction de la raison, son mode propre de réalisation. Philosophie de l'histoire et téléologie sont synonymes. Seule l'Europe a une téléologie immanente, un sens. L'Europe a l'unité d'une figure spirituelle. L'Inde et la Chine ont un type sociologique empirique. L'Europe seule a une idée, son universalité. La seule idée qui soit idée pour tous, c'est la philosophie, le proto-phénomène de sa culture, une responsabilité qui relie à tous. L'idée de la philosophie, voilà la théologie de l'histoire. La philosophie de l'histoire est, en dernier recours, l'histoire de la philosophie. Un télos, une fin visée, Husserl. Elle est le télos de la science, du tout de l'être, un pôle à l'infini, un procès sans fin. Au VIe siècle est apparu en Grèce l'homme aux tâches infinies, déchirant la tranquillité bornée de l'homme aux tâches finies. Le saut est fait du vouloir vivre à l'étonnement, de l'opinion à la science. La question de la vérité est posée, l'universel est exigé. Transformation du sens de la civilisation, histoire comme avènement du sens, passant de la typologie sociale à l'idée de l'homme. Dans l'histoire de l'Europe, nous élevons le pressentiment à la dignité de la certitude contrôlée, caractère historique de la compréhension de soi. Descartes professait que l'évidence est une conquête contre le préjugé. Le préjugé a toujours une signification historique. Je n'accorde à moi qu'en comprenant à nouveau la visée de l'ancêtre, et je ne puis la comprendre qu'en l'instituant comme un sens actuel de ma vie. L'histoire seule restitue à la tâche subjective de philosopher l'envergure de l'infinité et de la totalité. Chaque philosophe propose une interprétation de lui-même, une clé de sa philosophie. L'ultime visée volontaire est l'unité cachée de leur intériorité intentionnelle, laquelle seule constitue l'unité de l'histoire. Lumière de compréhension des penseurs, passés mieux qu'eux-mêmes. Évolution de la philosophie vers le réflexif. La phénoménologie est une philosophie de la raison dynamique. La raison est toujours exigence d'ordre total. Éthique de la pensée spéculative et intelligibilité de l'éthique. La raison est plus qu'une critique de la connaissance. Elle unifie tâches spéculatives, éthiques, esthétiques. La raison est comprise dynamiquement comme un devenir rationnel, la philosophie prise de conscience de l'humanité. La raison a un accent éthique dans la responsabilité, prise de conscience responsable de l'homme autonome. Responsabilité de vouloir, combat pour la raison. La raison rend l'homme signifiant. L'homme est à l'image de ses idées, les idées sont le paradigme de l'existence. Toute prise de conscience qui procède de raisons existentielles est par nature critique. L'objectivisme est responsable de la crise de l'homme moderne. En Galilée se résume toute l'entreprise moderne de la connaissance. L'idée de la philosophie en face de l'objectivisme, c'est le transcendantalisme, qui remonte au doute et au cogito cartésien. Descartes n'a pas osé aller au bout de son immense découverte. La phénoménologie radicalise la découverte de lutte contre l'objectivisme. La phénoménologie transcendantale se sent responsable de l'homme moderne et capable de le guérir. Combat entre transcendantalisme et objectivisme, ou l'objet ou le cogito. La crise concerne la signification des sciences pour la nature, pour la vie, perte de signification. Crise de raison, crise d'existence, combat que la vraie vérité, réalité est d'ordre mathématique, Galilée. Invention formidable, conséquences naïves et dogmatiques. La science s'aliène et la conscience perd la clé de ses opérations. Rendant intelligible le désordre présent, l'histoire révélant l'aspect spécifique du projet, priorité de la conscience sur tous ses objets. Descartes a posé le grand principe de l'intentionnalité, cogito invincible au doute, mais Descartes s'est trahi, prisonnier des évidences de Galilée. Le cogito dans ce cas renforce l'objectivisme. Dieu est la cause de l'idée de Dieu et que la chose matérielle est la cause de l'idée du monde. Le
cartésianisme engendra le rationalisme de Malebranche, Spinoza, de Wolff, tout entier tourné vers la connaissance absolue de l'être en soi. Le sens caché de Hume est plus profond que celui de Kant. Il est plus près du doute cartésien. Hume est la banqueroute de la philosophie et des sciences, ébranlement de l'objectivisme caché dans l'absurdité du scepticisme. Hume dévoile toute connaissance du monde comme une gigantesque énigme. Une théorie de la connaissance absurde fit découvrir que la connaissance est une énigme. L'objectivisme et le rationalisme mathématique sont ébranlés dans des assises millénaires. Le motif caché réhabilite Hume. Le transcendantalisme est une philosophie en forme de question. L'opération de la conscience est une donation de sens et d'être. L'ego primitif est appelé une vie. Toute mathématisation de la nature est un revêtement par rapport à la donation originale d'un monde vital. Responsabilité du philosophe, nous sommes par notre activité philosophique les fonctionnaires de l'humanité. Le paradoxe de la notion d'histoire est qu'elle devient incompréhensible si elle n'est pas une unique histoire unifiée par un sens et perd son historicité même, si elle n'est plus une aventure imprévisible. Le péril d'une réduction des philosophies à la philosophie est de plier la philosophie tout entière à l'interprétation du dernier philosophe qui en prend conscience, accent de la tâche qui vient à soi, qui advient que sur la singularité des existants qui surgissent à la réflexion philosophique. Le paradoxe de l'histoire est celui de la vérité. La rationalité de l'histoire implique un dogmatisme naissant pour qui l'histoire est l'idée et l'idée pensable par moi. Sacrifier l'événement à l'avènement. Une philosophie socratique, cartésienne ou transcendantale sont-elles par ce retour à l'ego capables d'une philosophie de l'histoire? Autrui est un être qui se constitue dans mon ego, un autre ego qui m'échappe mais qui existe comme moi. L'environnement vital, sphère ultime de vie et d'expérience. Paradoxe d'une immanence qui est un éclatement vers une transcendance, aperception d'autrui, piège hegelien d'une histoire absolue. Prendre au sérieux le caractère historique de la culture, la description analytique des intentionnalités enchevêtrées dans la conscience voulante n'est qu'un premier palier de la phénoménologie, puis vers la synthèse existentielle, l'interprétation d'ensemble de la vie de la conscience. La phénoménologie de la volonté en quête de l'union vécue entre le volontaire et l'involontaire. D'un côté, la pensée avec la conscience de soi, moment réflexif de l'autre, la pensée objective qui pose des objets vrais pour tous. La réflexion fait culminer la volonté dans les déterminations de soi par soi. Je me décide, c'est moi qui me détermine. C'est le surgissement d'un acte nouveau qui fixe le sens définitif de mes raisons. En un sens, l'expérience est plus riche que la simple perception. Je me fais pur spectateur. C'est l'objet qui est toujours le guide transcendantal qu'il faut suivre dans le dédale des intentions. Les œuvres de Husserl ont un destin étrange. Leur auteur les remanie indéfiniment, et quand parfois elles sont jugées dignes d'être éditées, leur problème est déjà dépassé. Adossé au moi pur, le moi réel, moi un tel, je suis, affirmation radicale. La psyché est un vis-à-vis, penser l'homme comme psychique, c'est aller droit en lui à l'ego, à l'alter-ego. Moi pur et moi objet, réalise que le sujet pur est devenu objet. Effort d'Husserl pour éliminer l'ontologie. La phénoménologie d'Husserl est en marche vers une philosophie sans absolu. Les héritiers d'Husserl sont des existentialistes français, une philosophie sans ontologie et qui est une radicalisation. Conscience sartrienne, vidée dans soi, vidée même de soi et totalement hors de soi, super réduction. Philosophie du choix et de l'action politique contre l'attitude contemplative du spectateur désintéressé d'Husserl. Pour Ricoeur, c'est Tran du Tao qui interprète le mieux Husserl. La phénoménologie apparaît comme la dernière figure de l'idéalisme qui a la nostalgie de la réalité. Elle court après l'ombre de la réalité dans la conscience. Le marxisme seul saisit la réalité effective. Dépassement incessant aiguillonné par un désir de réalité et de présence, appétit de réel. La raison est cette critique d'authenticité, la logique renvoie au jugement de réalité. La phénoménologie s'achève dans un scepticisme total, effroyable déception. Selon Tao, il faut changer d'horizon philosophique et le replacer dans un matérialisme dialectique, bref, dans le cadre marxiste. Poser comme réalité absolue le devenir humain, le vécu retrouvant sa vérité. La doctrine de l'ego transcendantal, valeur créatrice du travail humain, retenir de la phénoménologie son contenu effectivement réel,
mais c'est aussi la quitter pour retourner à la conscience naïve. La phénoménologie Husserl est orientée de manière exclusive vers la description du présent vivant et du monde primordial de la vie, constitution de la conscience antéprédicative. Achèvement, à louer ou à déplorer de la phénoménologie dans l'existentialisme. L'œuvre de Husserl est le type de l'œuvre non résolue, embarrassée, raturée, arborescente. La phénoménologie est pour une bonne part l'histoire des hérésies husserliennes. Pas d'orthodoxie dans la structure de l'œuvre. Radicalisation vers le primordial et l'originaire, par l'abandon en cours de route de possibilités qui ne seront plus employées. C'est pourquoi bien des chercheurs ont trouvé leur propre voie en abandonnant aussi leur maître, car ils prolongeaient une ligne amorcée par le fondateur et biffée par lui. Exemple, la théorie de l'intuition catégoriale, une émergence, une innovation surgit dans l'horizon du monde perçu. C'est au fond le chemin de Hume qui consiste à défaire l'objet ou l'ordre logique dans le perçu. Chemin de Kant, analogie de l'expérience, théorie du respect. On ne peut explorer le flux du vécu qu'avec ce qu'il appelle le guide transcendantal de l'objet. Husserl a surpris le merveilleux de la conscience ou téléologie de la conscience, concordance des profils et non chaos des apparitions, un monde et non pas un non-monde comme j'imagine radicalement possible. Ce guide renvoie à l'intuition des essences car il n'est pas possible d'entreprendre une description quelconque sans une idée de la structure essentielle de la région considérée. Évidence eidétique, essentielle et non perceptive, que la perception soit un procès sans fin d'esquisses concordantes qui peuvent devenir discordantes. Husserl tendait à faire de la phénoménologie un traité de la décomposition de l'esprit. L'énigme du sens était dès lors confiée à la constitution temporelle. La première des recherches logiques commence par le jugement. Socrate est toujours fort face à l'héraclitéisme de Protagoras. Si Husserl a pris une voie et laissé l'autre, c'est à cause de l'interprétation philosophique de la méthode même qu'il pratiquait, critique de l'apparaître. La position de la réalité en soi était pour Kant ce qui limite spéculativement les prétentions du phénomène à se donner pour l'être et le respect pour les personnes en tant que valeur et qu'existence était ce qui limite pratiquement les prétentions de notre sensibilité à réduire les personnes à leur manière d'apparaître dans la haine et le désir, voire même dans la sympathie. Peut-être la phénoménologie ne peut être fondée que par ce qui la limite, en quoi elle ne serait pas la philosophie mais seulement son seuil. Célébrer la puissance de la conscience, la génialité de la conscience qui se révèle par cette structure d'horizon comme un « je pense ». La structure d'horizon est l'indice de ma liberté. Le souci d'Husserl, c'est le sens qui est en cours. La structure d'horizon est l'aspect le plus important de l'intentionnalité comme synthèse d'identification. C'est toujours sous la conduite d'un sens à constituer que Husserl déploie les horizons de conscience. La phénoménologie va d'un sens présumé à la puissance de la conscience. Idée existentialiste de la conscience comme transcendance, comme dépassement de soi. Le moi est le pôle de la multiplicité des actes, il est le moi des habitus, des convictions retenues ou contractées, pôle de référence et substrat de ses propriétés permanentes. Style et caractère d'une personne, le monde est mien par la familiarité, par la fréquentation habituelle, par l'habitude j'habite mon monde. Tout est la vie du moi. Le pour moi est le déploiement du moi, rôle médiateur des habitus. Le moi complet, la concrétion de l'ego pour ces moi comme pôle identique, plus mes habitus, plus mon monde. Telle est la notion du monde, reprise du dynamisme leibnizien. Triomphe total de l'intériorité sur l'extériorité, du transcendantal sur le transcendant. Faire la phénoménologie de l'ego, c'est faire la phénoménologie elle-même. Moi, en tant que cet ego, je suis le seul et unique, le primat de l'ego, seul principe originaire de la phénoménologie transcendantale. Le problème d'autrui est posé par le solipsisme. Les autres égos ne se réduisent pas à la représentation qu'on en a. Les autres sont autres que moi, ce sont des autres moi, apories qui minent du dehors. Tout est réduit à un sens d'être, mais tout sens est incorporé à la vie intentionnelle de l'ego concret. Le sens du monde est l'explication de l'ego, l'exégèse de sa vie concrète. C'est ce monadisme qui fait du solipsisme une aporie interne, et désormais tout sens naît dans et à partir de moi.
Constituer l'autre en moi, le constituer comme autre, le teneur de sens de ce qu'on appelle autrui. C'est un sujet d'expérience comme moi, respect de l'altérité de l'autre et l'enracinement dans l'expérience primordiale. Solipsisme, rendre compte de la transgression de la sphère du propre tout en confirmant la primauté de l'expérience originaire du moi. Transfert de l'expérience d'autrui, appariement. Relation à quoi manque la plénitude d'une expérience vive. Relation donnant à la constitution d'autrui un tour plus idéaliste, l'interprétation directe du comportement en termes psychiques ayant un accent plus réaliste. L'autre est une modification de mon ipséité. L'appariement, l'interprétation du comportement sont des expériences effectives. Je suis ici, l'autre est là-bas. Là-bas, c'est où je peux aller. C'est donc mon ici potentiel. La fiction est cette libération de ma perspective, c'est ce transfert dans une autre perspective. Ego à présenter comme autre. Husserl le rompt avec la tradition du sujet impersonnel hérité du cartésianisme et du kantisme. Husserl ouvre la voie aux nouvelles recherches, subordonnant une progression vers le concret et vers le total, régression vers le fondement qui consiste dans l'ego, déploiement vers le concret, vers le monde des hommes, ego primordial, ego étranger, communauté des nomades. Le mouvement progressif et synthétique vers le concret reste fermement subordonné au mouvement régressif et analytique vers l'originel et le radical. La réduction est une conversion qui fait surgir le pour-moi, le réduit à son apparaître. Le pour-moi est dissimulé par la position même de l'étant, rendant le sujet captif de se voir et de se croire. La phénoménologie veut être la science des phénomènes ascétiquement conquis sur la position de l'étant. Sens même de la conscience, l'expérience du vécu dans son flux de conscience. Husserl n'a jamais séparé la réduction transcendantale de la réduction qu'il appelle eidétique et qui consiste à saisir le fait dans son essence. La critique de Kant par rapport à la réduction se situe à cette philosophie des limites. Révolution opérée par la critique, traitée de la méthode, et non un système de science elle-même. Limiter le phénomène, élucider sa structure interne, tâche phénoménologique. La question est comment des jugements synthétiques a priori sont possibles, cela empêchant une véritable description du vécu. Justifier l'universalité du savoir, la révolution copernicienne, constitue une vaste réduction du savoir qui a réussi, légitimité. Je pense et le moi phénomène sont définis en termes de savoir objectif, autoconstitution ou la constitution de soi dans la temporalité. Pour Kant, c'est art caché dans les profondeurs de l'âme humaine. Jamais il n'a été aussi libre à l'égard de ses préoccupations épistémologiques, jamais il n'a été plus près de découvrir le temps originaire de la conscience par-delà le temps constitué, l'existence de la conscience. Kant, la conscience simple, mais empiriquement déterminée de ma propre existence, prouve l'existence des objets dans l'espace et hors de moi. La corrélation du je suis et du quelque chose est, c'est l'effet, l'intentionnalité même. C'est en effet l'intentionnalité même. L'existence n'est pas encore ici une catégorie. Cette existence hors catégorie n'est-elle pas la subjectivité elle-même, sans quoi le « je pense » ne mériterait pas le titre de première personne. La phénoménologie de Husserl a servi de guide et de révélateur pour une phénoménologie descriptive du kantisme. Pour Kant, ce n'est pas la raison qui échoue dans la dialectique transcendantale, c'est encore la sensibilité dans sa prétention à s'appliquer à des choses en soi. La phénoménologie de la raison va se jouer entière sur la notion d'évidence préoriginaire, évidence perceptive ou catégoriale. La phénoménologie est devenue critique, mais en sens inverse de Kant, l'intuition renvoyant au Denken, qui l'a limité ici. Le simple pensée renvoie à l'évidence qui le remplit. La plénitude a remplacé la limite. Autrui est là lui-même, et pourtant je ne vis pas son vécu. Autrui est à présenter, sur le fondement de son corps. Pour Kant, la chose appartient comme objet de mes désirs. Le respect, la sympathie, sentiment subjectif, sans pouvoir s'atteindre un en soi, ou la perception sensible, le désir. La détermination de la personne comme fin en soi qui existe nous ramène à la chose en soi. La gloire de la phénoménologie d'avoir élevé à la dignité de science par la réduction et l'investigation de l'apparaître. Mais la gloire du kantisme est d'avoir su coordonner l'investigation de l'apparaître à la fonction limite de l'en-soi et à la détermination pratique de l'en-soi comme liberté et comme tout des personnes. Husserl fait la phénoménologie, mais Kant la limite et la fonde. Une philosophie d'entendement réduit le sentiment au rôle de déchet. Une philosophie du sentiment demande au cœur des révélations sur ce que l'entendement ne connaît pas. Le sentiment est la manifestation sentie d'une relation au monde plus profonde,
que celle de la représentation qui institue la polarité du sujet et de l'objet. Cette relation au monde passe par des fils secrets tendus entre nous et les êtres, index pointé vers le mystère du sentiment par le moyen du désir et de l'amour. Son achèvement est le plaisir. L'œuvre de l'homme, Aristote, la destination de l'homme, Kant, le bonheur ou la béatitude chez les modernes. Le bonheur n'est pas une somme, mais un tout. Kant critique l'idée du bonheur, l'agrément de la vie accompagnant sans interruption l'existence, addition. Il n'y a pas d'acte qui rende heureux, mais que des promesses de bonheur, des signes. Non des satisfactions qui saturent les désirs, mais des rencontres qui ouvrent les perspectives illimitées, un dégagement d'horizon. Phénoménologie du bonheur de Strasser, idée du bonheur, ou de béatitude, de même amplitude que la raison. Nous sommes capables de bonheur, comme nous exigeons la totalité. Kant, la raison demande la totalité absolue des conditions, la raison en tant qu'ouverture sur la totalité qui engendre le sentiment en tant qu'ouverture sur le bonheur. La raison est ma destination, Kant. Le sentiment révèle l'identité de l'existence et de la raison. Le sentiment personnalise la raison. Le sentiment révèle la fragilité, disproportion du plaisir et du bonheur. La sensibilité, pouvoir de connaître, est une dualité de la raison, conflit. Attraction du vital, désir du bonheur, que l'homme colore d'angoisse. Ainsi naissent les passions au sens romantique du mot, se poursuit à travers le cœur humain et ses multiples requêtes indéfinies et inquiètes, le jeu du plaisir et du bonheur. Le moi creuse sa présence fragile et vibrante. La fonction universelle du sentiment est de relier, il me relie au monde. Alors que l'objectivation tend à m'opposer un monde, le sentiment unit l'intentionnalité. Axiome de Kant, pas de phénomène sans quelque chose qui apparaît, c'est quand le quelque chose est quelqu'un que Kant est le vrai Leibniz. La chose en soi est alors monade. Le désir de voir, de connaître spéculativement l'existence d'autrui est déjà indiscrétion, irrespect, déception d'une tentation de substituer quelques perceptions d'autrui ou quelque intuition de cœur au consentement de volonté. En posant la réalité d'autrui, le respect la protège contre la vaine curiosité du savoir. L'amour, dimension nouvelle, celle de la source ou de la poésie, à quel prix une philosophie de l'amour est possible. En tout cas, pas instituée dans la limitation que la raison impose aux prétentions du moi empirique. Horizon de médiation sur la création et le don. Une philosophie de l'amour, si elle était possible, inventerait le respect comme amour pratique. Le respect est une reprise corrective de la sympathie. La phénoménologie d'autrui est une promesse qui ne peut être tenue, double énigme de la subjectivité étrangère et semblable, position absolue de l'existence d'autrui. L'énigme de l'expérience d'autrui, le vécu d'autrui, son comportement indique seulement du psychique. M'apparaît autrui non seulement à mon expérience actuelle, mais à mon expérience potentielle. Il est légitime de chercher du côté de l'affectivité et l'ouverture sur le monde des personnes. Max Scheler, la sympathie est une manière de prendre part, de partager une tristesse ou une joie, sans la répéter, sans l'éprouver comme un vécu semblable. Compassion compréhensible. Compréhension de l'être de valeur par l'amour, ce que Kant appelle respect. L'opposition des consciences est la clé de leur altérité, maître contre esclave égale. Lutte des classes, Marx. Regard contre honte, Sartre. L'acte par lequel la raison limite les prétentions du sujet empirique, la réalité d'autrui. Situation du respect comme sentiment, la sympathie comme affect dans le respect dans un aspect purement pratique, d'un vouloir étranger et semblable. Kant liant le problème de la personne à celui de l'obligation, éthique propice au bonheur. Par le respect, leur existence et leur dignité, chaque personne qui apparaît se pose absolument comme fin en soi, limitant mes prétentions à objectiver et à l'utiliser. L'existence d'autrui est une existence valeur. Le respect justifie la sympathie. La haine est un affect d'une position dépréciatrice de l'existence valeur. La sympathie se subordonne au respect. Paul Ricoeur, à l'école de la phénoménologie. Merci.